Dans la culture populaire, le terme QI est partout. Les tests de QI mesurent-ils cela? Il faut probablement un QI d'au moins 120. Je ne connais pas mon QI. QI. Individu à faible QI. Les gens qui se vantent de leur QI sont des perdants. Quand les gens disent QI, ce qu'ils veulent dire, c'est l'intelligence, une mesure objective et rigoureuse de la capacité intellectuelle. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Eh bien, dans cette vidéo, je veux découvrir d'où vient le QI, quotient intellectuel, ce qu'il mesure réellement, ce qu'il peut prédire sur votre vie, et je suppose quel est mon QI. Je n'ai jamais effectué de test de QI officiel. Honnêtement, je ne me considère pas très intelligent. J'ai toujours estimé avoir un QI légèrement supérieur à la moyenne. Exothermique ou endothermique, je pense que cela devrait être exothermique. Bon, travail, garde la science. Il y a beaucoup de tests de QI en ligne, mais je suis très sceptique quant à leur précision. Cependant, certains pourraient m'en être une bonne pratique pour le vrai test. Demain, je vais faire un test de QI pour de vrai. Je veux essayer d'améliorer mon score. Je vais donc effectuer de nombreux tests d'entraînement. Je pense que ce test est entraînable, mais demain, nous allons voir si c'est vrai ou non. L'idée des tests d'intelligence remonte à des centaines d'années, mais la première percée concrète a eu lieu en 1904. Le psychologue anglais Charles Spearman étudiait les notes des élèves dans différentes matières, et il se demandait comment leur performance dans une matière, comme l'anglais, pourrait être liée à leur performance dans une autre, comme les mathématiques. Une option serait que plus un élève réussit en mathématiques, moins il réussit en anglais, peut-être parce qu'il passe plus de temps sur ses travaux de mathématiques et donc a moins de temps à consacrer à l'anglais. Ainsi, les performances dans différentes matières seraient négativement liées. Une autre option était que la performance dans une matière serait totalement indépendante de la performance dans une autre. Après tout, différentes matières nécessitent différentes compétences, donc peut-être que les notes seraient totalement non corrélées. La troisième option était que plus un étudiant réussissait en mathématiques, plus il réussirait en anglais. En d'autres termes, leurs notes seraient positivement corrélées. Un coefficient de corrélation peut varier de -1 à +1. Un coefficient de corrélation de -1 indique une corrélation négative parfaite, ce qui signifie qu'une augmentation d'une variable correspond à une diminution précise et prévisible de l'autre variable. De même, une corrélation de +1 indique une corrélation positive parfaite. Une corrélation de 0 indique qu'il n'y a aucune relation entre les deux variables, et toute valeur entre 0 et 1 indique une corrélation positive, mais les données présentent une certaine dispersion aléatoire. Le carré du coefficient de corrélation vous indique la quantité de variation dans une variable qui peut être expliquée par la variation dans l'autre variable. Par exemple, si le coefficient de corrélation est de 0,5, alors une partie de la variation d'une variable peut être expliquée par l'autre. Lorsque Spearman a analysé ces données, il a trouvé une corrélation positive claire. Les étudiants qui excellaient en mathématiques réussissaient également mieux en anglais, avec un coefficient de corrélation de 0,64. Mais les maths et l'anglais n'étaient pas les seules matières étudiées par les élèves. Ils ont également suivi des cours de classique et de français, et lorsque Spearman a examiné les corrélations entre toutes ces matières, il a trouvé le même schéma. Les étudiants qui réussissaient bien dans une matière avaient tendance à bien réussir dans toutes les matières. Alors, comment expliquez-vous cette observation? Eh bien, Spearman a proposé que chaque personne ait un certain niveau d'intelligence générale, ce qu'il a appelé le facteur G. Cette construction visait à mesurer la vitesse d'apprentissage, de reconnaissance des modèles et de réflexion critique des étudiants indépendamment du sujet, expliquant la corrélation des scores dans différentes matières. Ceux qui ont un score G élevé réussissent bien dans tous les sujets, et ceux qui ont un score G faible réussissent mal dans tous les sujets. Spearman a publié ses conclusions dans un article intitulé « Intelligence générale objectivement déterminée et mesurée ». Mais les corrélations n'étaient pas idéales. Donc, en plus du facteur G, Spearman a proposé des facteurs spécifiques à chaque sujet, ou facteur S. La performance d'un étudiant en mathématiques dépendrait de son intelligence générale et de son facteur spécifique pour cette matière. Les facteurs individuels pourraient influencer les performances dans un sujet donné. Spearman croyait que les facteurs spécifiques pouvaient être entraînés.
mais que l'intelligence générale était fixe, donc il voulait trouver un moyen de mesurer de manière fiable l'intelligence générale. À peu près à la même époque en France, Alfred Binet a été chargé de déterminer quels enfants avaient besoin de plus d'aide à l'école. Ensemble avec Théodore Simon, il a développé le test Binet-Simon. On demandait aux élèves de nommer ce qui manquait dans le dessin, de définir des termes abstraits et de répéter des phrases. Et il y avait aussi cette question demandant quel visage est le plus joli. Il y avait en tout 30 tâches. Leur performance a été comparée à celle d'autres élèves d'âge différents afin de leur attribuer un âge mental. Si un élève se comportait comme la moyenne des enfants de 8 ans, son âge mental serait de 8 ans. Cet âge mental était ensuite divisé par leur âge réel et multiplié par 100 pour obtenir ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Et le QI est né. Ainsi, le test Binet-Simon était le premier test de QI au monde. Il a été traduit en anglais par Goddard et amené aux États-Unis. À Stanford, Lewis Terman l'a standardisé en utilisant un large échantillon américain et, avec quelques modifications, il est devenu le test Stanford-Binet et pendant des décennies, c'était le test le plus largement utilisé aux États-Unis. Mais ce n'était que le début. De nombreux autres tests de QI ont été développés et ils avaient tous le même objectif de mesurer le facteur G. Ils ont évalué de nombreuses capacités mentales différentes pour y parvenir, notamment la mémoire, les compétences verbales, spatiales et numériques. Chacun de ces domaines pourrait avoir un décalage spécifique au sujet, mais en les moyennant tous ensemble, l'idée était que les effets spécifiques au sujet s'annuleraient, laissant une approximation décente de G. Bien sûr, il y aurait toujours une certaine erreur, mais c'est pourquoi les psychologues ont conçu des tests de QI avec plus de 7 à 10 sections, avec des tâches distinctes pour essayer de minimiser les distorsions spécifiques au sujet. Tous les différents tests de QI varient en nombre de questions et en difficulté. Ainsi, chaque test a été administré à un large échantillon de la population afin de standardiser le système de notation. Les scores bruts ont été normalisés, généralement de sorte que la moyenne était de 100 et l'écart type de 15. Cela se fait toujours ainsi de nos jours. Ceci est connu sous le nom de QI et est censé être une mesure du facteur G d'un individu par rapport au reste de la population. La façon dont il est échelonné, 68% des gens ont un QI entre 85 et 115. Seulement environ 2% obtiennent plus de 130 ou moins de 70. 11 lions, 4 chats et 7 corbeaux ont un total de... 4 chats et 7 corbeaux ont un total de... Oh garçon. Alors que j'étudiais pour mon test de QI, j'ai pratiqué tous les différents types de questions qui apparaissent sur les tests modernes. Une section portera presque certainement sur le vocabulaire. Il vous donne un mot comme sanguin et vous devez choisir en signification. Est-ce morose, stupide, récalcitrant, optimiste ou réfléchi? Ils ont signification. Est-ce morose, stupide, récalcitrant, optimiste ou réfléchi? Il pourrait aussi vous demander de choisir un mot avec le sens opposé. Alors, quel est l'opposé de perspicace? Est-ce astucieux, obséquieux, terne, fantasque ou sagace? Une autre partie évalue votre aptitude à identifier des séquences numériques. Alors, choisissez le nombre qui complète le mieux le motif, 3, 5, 8, 12, qu'est-ce qui vient ensuite? Au départ, je cherchais des motifs compliqués, mais en me familiarisant avec les tests en ligne, j'ai découvert que les motifs étaient généralement assez simples. Une bonne technique consiste à trouver la différence entre les termes adjacents. Donc, dans le prochain par 3, puis 4, donc le prochain par 3, puis 4. Donc, le terme logique suivant devrait être 5 de plus que 12, donc 17. La réponse est C. Parfois, les nombres augmentent rapidement, comme dans la séquence 3, 15, 60, 180. Qu'est-ce qui vient ensuite? Dans de tels cas, je compare le rapport entre deux nombres consécutifs. Dans ce cas, le deuxième nombre est 5 fois le premier. Le nombre suivant est 4 fois plus grand et le suivant est 3 fois plus grand. Donc la réponse devrait être 2 fois le quatrième terme, qui est 360. Réponse B. L'un des types de questions de test de QI les plus connus sont les matrices progressives de Raven. Cela implique une grille de 3 par 3 avec des symboles dans chaque cellule. Sélectionnez la 9e cellule suivant le modèle.
j'ai découvert que la majorité de ces puzzles obéissent à l'une des quelques règles logiques différentes. L'un est le mouvement de translation, donc les symboles passent d'une cellule à la suivante de manière prévisible. Le deuxième est le mouvement de rotation. Un ou plusieurs objets tournent d'une cellule à la suivante. Le troisième est les symboles manquants, où dans chaque rangée ou colonne, chaque symbole apparaît une fois. Pour déterminer les symboles de la cellule finale, il suffit d'identifier ceux qui sont absents. Et le quatrième est l'addition, où la première cellule plus la deuxième cellule égale la troisième cellule. Dans ce cas, les lignes qui se chevauchent s'annulent, mais une ligne plus rien égale une ligne. Dans la plupart des tests de QI modernes, toutes les questions sont complétées sous pression de temps. Vous pouvez avoir seulement environ 10 à 30 secondes par question. Ce matin, je passe un test de QI officiel et je suis assez nerveux. Je veux toujours bien faire au test. Vous savez, c'est quelque chose dont je suis fier, mais en même temps, qui sait comment cela va se passer? Je ne peux pas vous emmener là-bas. Les gens ne veulent pas que les informations sortent, ni de vidéos de l'endroit. Ils sont très stricts à ce sujet. Je vais entrer, faire le test, puis sortir. Et je vous dirai comment ça s'est passé. Souhaitez-moi bonne chance. Ce qui est remarquable à propos des tests de QI, c'est qu'une heure ou deux de questions sur le vocabulaire, les chiffres et les formes arbitraires peuvent prédire une quantité surprenante d'informations sur votre vie. Premièrement, plus votre QI est élevé, plus votre cerveau tend à être volumineux. Une grande méta-analyse de 2005 a estimé une corrélation de 0,33 entre le QI et la taille du cerveau. Donc un QI élevé est littéralement un gros cerveau. Le QI est également prédictif du succès scolaire. En 2007, le psychiatre écossais Ian Deary a mesuré les QI de 13 000 enfants de 11 ans. Et 5 ans plus tard, lorsque ses étudiants ont terminé les examens nationaux de l'école, Deary a comparé leurs notes d'examen à leur QI. Leur performance au test de QI lorsqu'ils avaient 11 ans était corrélée à leur performance 5 ans plus tard au GCSE, environ 0,8. C'est une corrélation extrêmement élevée. Cela signifie qu'environ 2/3 des variations des scores aux examens scolaires nationaux pourraient être prédits par les tests de QI effectués 5 ans auparavant. Le coefficient de corrélation de cette étude est élevé comparé à la plage de 0,2 à 0,8 trouvée dans des études similaires, soutenant que le QI est un bon prédicteur de réussite scolaire. Il prédit aussi le niveau de scolarité qu'une personne atteindra. Cela n'est peut-être pas si surprenant, puisque certains tests scolaires sont en réalité des tests de QI. On a soutenu que des tests comme le Scholastic Assessment Test, American College Testing et le Graduate Record Examinations sont essentiellement des tests de QI. Ils sont corrélés avec les tests de QI standard à environ 0,8. Sur mes S7, j'ai obtenu un score de 1330, ce qui correspond à un QI d'environ 130. Il sera donc intéressant de voir si mon score de QI officiel correspond à cela, ou si j'ai pu augmenter mon score en me familiarisant avec les questions de style QI. Je ne sais pas. Mais le QI a également un pouvoir prédictif en dehors de l'école. L'une des découvertes les plus robustes est que le QI peut prédire le succès professionnel. Particulièrement dans des emplois techniques ou de haute complexité. Comment mesurez-vous le succès professionnel? Vous demandez au patron des gens de les évaluer. Et pour mesurer le revenu des gens, les économistes utilisent la productivité, c'est-à-dire la production générée. Les corrélations varient généralement de 0,2 à 0,6 et l'effet est le plus notable pour les emplois plus complexes, ce qui est logique. L'effet le plus élevé est pour la formation militaire. En fait, l'armée américaine n'accepte personne avec un QI inférieur à 80. Il limite également à 20% le nombre de recrues avec des QI entre 81 et 92. Pendant la guerre du Vietnam, afin d'augmenter le nombre de candidats, ils ont assoupli cette dernière exigence. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que ceux qui étaient en dessous du seuil étaient 1,5 fois à 3 fois plus susceptibles d'échouer à la formation de recrues et ils nécessitaient entre 3 et 9 fois plus de formation de rattrapage. Pris ensemble, cela a ajouté tellement de contraintes que l'armée fonctionnait plus efficacement sans les recrues supplémentaires. Au total, 5 478 personnes recrutées lors de cette initiative sont décédées, avec un taux de mortalité 3 fois supérieur aux recrues ordinaires.
Ainsi, l'armée a rétabli ses exigences et aujourd'hui, toute personne ayant un QI inférieur à 80, soit environ 30 millions d'Américains, serait inéligible à rejoindre l'armée. Même en dehors de l'armée, le QI semble jouer un rôle dans la durée de vie. Une étude écossaise a révélé des tests de QI d'enfants âgés de 11 ans. 65 ans après, ils ont vérifié qui, parmi l'échantillon, avait survécu jusqu'à l'âge de 76 ans. Ils ont découvert qu'en moyenne, pour chaque augmentation de 15 points de QI, vous auriez 27% de chances supplémentaires d'être encore en vie à 76 ans. Une grande méta-analyse confirme que les personnes ayant un QI plus élevé ont un risque plus faible de mourir pendant la période étudiée dans chaque étude. La dernière chose majeure que le QI semble prédire est le revenu. Cette étude montre une tendance claire à l'augmentation du revenu avec le QI et elle a trouvé un coefficient de corrélation de 0,3. Mais la variance est énorme. En fait, les 3 personnes les mieux rémunérées dans cette étude avaient toutes un QI inférieur à 100. Une méta-analyse de 31 études a révélé une faible corrélation de 0,2 entre le QI et le revenu statistiquement significative mais petite. Cela signifie que seulement 4,4% de la variance de revenu est expliquée par le QI. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas une corrélation aussi élevée pour le revenu est simplement qu'il y a peut-être des emplois, vous savez, comme simplement faire un schéma de type immobilier. Peut-être que cela ne nécessite pas une énorme quantité d'intelligence. En parallèle, de nombreuses personnes très intelligentes deviennent professeurs d'université, mais cela ne paie pas nécessairement très bien. Ah ouais. Beaucoup de personnes qui ont des scores d'intelligence très élevés n'ont pas le même intérêt à accumuler de l'argent. Le lien avec la valeur nette est encore plus ténu. Il semble à peine se corréler avec le QI, même si les personnes ayant un QI plus élevé sont supposément plus intelligentes et en moyenne, elles gagnent plus d'argent chaque année. Mais cela ne se traduit apparemment pas par des économies ou une accumulation de richesse globale plus importante. Si le QI est lié à la réussite scolaire, professionnelle, aux revenus et à la longévité, pourquoi n'en parle-t-on pas davantage? Pourquoi plus de personnes ne sont-elles pas testées? Je pense que c'est parce que le QI a une histoire sombre. Lorsque Henry Goddard a apporté le test de Binet en Amérique, son utilisation et son interprétation ont radicalement changé. En France, Binet croyait que l'éducation pouvait améliorer l'intelligence. Il a conçu ces tests de manière à ce que les élèves en difficulté puissent recevoir plus d'aide pour rattraper leur retard. Mais aux États-Unis, le test modifié a été administré aux adultes pour les classer par intelligence. Et des chercheurs comme Spearman croyaient que le G était immuable, que quelle que soit l'intelligence générale avec laquelle vous êtes né, vous l'auriez pour le reste de votre vie. Et beaucoup pensaient que le G était hérité, transmis des parents aux enfants. De nos jours, on dirait qu'il a une base génétique. Il y a des preuves pour soutenir ces affirmations. Le QI semble assez constant tout au long de la vie d'une personne. Ils ont donc fait passer des tests lorsque les gens avaient 11 ans. Ils ont retrouvé tous ces tests dans un classeur et ont suivi ces personnes et leur ont fait passer le même test lorsqu'elles avaient 90 ans. Vous savez. Bien plus tard, leur score à 80 ans d'intervalle avait une corrélation d'environ 0,5 à 0,6. Il y a aussi des preuves d'une base génétique à l'QI. Vous constatez, par exemple, que si vous prenez 2 jumeaux identiques et leur faites passer un test de QI, ils ont une très forte corrélation. C'est en fait à peu près la même chose que de faire passer le test à la même personne. Vous savez, à quelques semaines d'intervalle. Henry Goddard a utilisé les affirmations selon lesquelles l'intelligence était héréditaire et immuable pour placer le QI au centre du mouvement eugénique américain. Les eugénistes voulaient empêcher ceux ayant des traits indésirables d'avoir des enfants. Dans de nombreux États, des lois ont été adoptées pour permettre la stérilisation forcée des personnes qui ne réussissaient pas à atteindre un certain seuil à un test de QI. La constitutionnalité de ces lois a été confirmée par la Cour suprême en 1927. Même des mots que nous utilisons maintenant comme insulte, crétin, idiot, imbécile, étaient utilisés comme termes scientifiques. Dans son jugement, le juge Oliver Wendell Holmes a écrit « Il est préférable pour tout le monde si, au lieu d'attendre d'exécuter la progéniture dégénérée pour crime ou de les laisser mourir de faim pour leur imbécilité, la société peut empêcher ceux qui sont manifestement inaptes à continuer leur espèce. 3 générations d'imbéciles suffisent.
Au total, plus de 60 000 personnes ont été stérilisées de force à la suite de ces lois. En fait, ils ont servi de modèle à l'Allemagne nazie. Hitler lui-même prétendait être inspiré par les eugénistes américains. Ces derniers ont été utilisés pour des choses horribles. La guerre, certains nazis. Cité de la décision de la Cour suprême américaine. La guerre, certains nazis ont cité la décision de la Cour suprême américaine. Compte tenu de cette terrible histoire, je pense qu'il est compréhensible que beaucoup de gens ignorent totalement le QI aujourd'hui. Sur la science de l'intelligence, ces premiers chercheurs ont mal interprété plusieurs aspects. L'une d'elles est que le QI n'est pas entièrement déterminé par la génétique. Pouvez-vous quantifier les effets de la génétique par rapport à l'environnement? Quand vous regardez les études sur les jumeaux en moyenne sur toute la durée de vie, c'est environ 50-50 entre l'hérédité et l'environnement. Vous ne pouvez tout simplement pas, pour des raisons éthiques, l'estimer chez les humains, vous savez, avec un degré de certitude raisonnable ou précision. Compte tenu de ma lecture de cette littérature, c'est une plage assez large, probablement quelque part entre 40% et 70%. D'accord. Et puisque l'éducation peut améliorer le QI, il n'est pas complètement fixé au cours d'une vie. De plus, l'intelligence pourrait ne pas être un concept unique comme on le pensait initialement. De nos jours, les scientifiques reconnaissent deux formes d'intelligence, fluide et cristallisée. L'intelligence fluide est votre capacité à apprendre, à traiter des informations et à résoudre des problèmes nouveaux, tandis que l'intelligence cristallisée implique les connaissances que vous avez accumulées au cours de votre vie. Les deux types d'intelligence augmentent tout au long de l'enfance, mais l'intelligence fluide atteint son apogée au début de l'âge adulte, puis décline, tandis que l'intelligence cristallisée reste plus stable. Mais le QI a été davantage mal utilisé pour promouvoir l'idée de différence raciale en matière d'intelligence. Il y a, par exemple, un écart observé entre le QI moyen des Américains noirs et blancs. Des articles ont aussi été publiés sur les QI de diverses nations dans le monde. Beaucoup de ces nations sont supposées avoir des QI moyens inférieurs à 70. C'est la limite pour le handicap intellectuel. Comment cela pourrait-il être? La conclusion que certains tirent est qu'il existe des différences génétiques entre les races ou les nations en matière d'intelligence, mais je pense que c'est une grossière déformation des données. Le problème, c'est que les tests de QI ne mesurent pas nécessairement ce que l'on croit qu'ils mesurent. Et la preuve est qu'il y a un échantillon représentatif d'Américains blancs dont le QI moyen est de 70. Qui sont ces gens? Juste des Américains ordinaires qui vivaient il y a environ 100 ans. Le chercheur James Flynn a étudié les résultats moyens des tests de QI au cours du siècle dernier, et de temps en temps, les tests sont mis à jour et renormalisés pour maintenir leur moyenne à 100. Maintenant, ce que Flynn a remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'ils étaient renormalisés, les scores devaient être légèrement réduits, d'environ 2 ou 3 points de QI par décennie. Et s'il ne faisait pas cela, ce que nous verrions, c'est que le QI moyen des 100 dernières années, s'ajoutant à environ une augmentation de 30 points au cours des 100 dernières années, s'ajoutant à environ une augmentation de 30 points. Ceci est connu sous le nom d'effet Flynn. Nos ancêtres immédiats étaient-ils au bord de la déficience mentale? Car 70 est normalement le score pour la déficience mentale. Ou sommes-nous tous sur le point d'être doués? Car 130 est la limite pour être considéré comme doué. Maintenant, la génétique de la population n'a pas vraiment changé depuis 100 ans. Alors, qu'est-ce qui a causé l'augmentation? Eh bien, il y a un certain débat sur les véritables causes, mais l'une d'elles est probablement l'amélioration de la nutrition et de la santé des enfants. Saviez-vous que la taille a aussi augmenté durant cette période? Les gens sont devenus plus grands, en partie grâce à une meilleure éducation. L'augmentation est due à une meilleure éducation, entre autres facteurs. Il y a beaucoup mieux à résoudre les problèmes si vous avez plus de connaissances, parce qu'il est plus facile pour vous de faire des associations si vous avez plus de choses pour faire les associations. Une troisième cause proposée est un changement dans les types de travail que la plupart des gens font, du travail manuel pour la plupart il y a 100 ans, à une réflexion beaucoup plus abstraite de nos jours. Et ce changement peut nous avoir rendus meilleurs pour répondre aux types de questions qui sont posées dans les tests de QI. Le point est que les tests de QI semblent mesurer objectivement l'intelligence, mais ce n'est pas le cas.
Même dans le même pays, séparés seulement par le temps, les changements culturels peuvent affecter les scores moyens aux tests de QI. Pourquoi les différences culturelles entre groupes contemporains n'auraient-elles pas le même impact? Certains tests se qualifient de culturellement neutres, signifiant que les questions devraient être valables pour toutes les cultures. Mais la vérité est qu'il est impossible de construire un tel test. Est-ce que ça fonctionne? Non. Haha, d'accord. Non, je veux dire, c'est juste un titre, non, c'est juste un terme marketing. Je ne pense pas qu'il existe un test totalement exempt de culture ou juste en termes de culture. Les tests culturellement équitables évaluent les relations visuelles, les formes géométriques et les motifs, sans tenir compte des différences culturelles dans le vocabulaire des formes ou des relations spatiales. Ces différences influencent la façon dont les gens pensent et utilisent les catégories. Il est également discutable de savoir si les cultures sans matériaux imprimés les perçoivent de la même manière que nous. Les tests culturellement neutres n'évaluent pas les connaissances ethnobotaniques, l'entraînement des chiens de chasse ou la capacité de survie en solo dans la forêt tropicale. On peut dire que ces types d'intelligence sont plus cruciaux pour la survie que de connaître, par exemple, le prochain nombre d'une séquence. Mais comme ils sont moins courants dans notre culture et que nous n'avons pas de bonne façon de les mesurer, nous voyons les énigmes de QI comme le moyen définitif de quantifier l'intelligence. Et les créateurs de ces tests sont d'accord. Il existe des exigences strictes avant qu'un test validé pour une population puisse être utilisé dans l'intelligence que le QI tente d'évaluer. Il y a d'autres facteurs dans l'intelligence que le QI tente d'évaluer. Il y a d'autres facteurs que G qui affectent le QI final. Comme la motivation. Le degré de motivation de quelqu'un à terminer le test peut avoir un impact marqué sur son score. De nombreuses études ont payé des sujets pour passer un test de QI. Certaines études leur offrent un peu d'argent, environ $1. D'autres études offrent entre $1 et $10. Et les vrais flambeurs offrent plus de $10. Une grande méta-analyse a montré que motiver les gens de cette manière augmentait le QI, et plus le montant en dollars est élevé, plus l'augmentation moyenne est grande. Au plus haut niveau, le QI a augmenté jusqu'à 20 points. L'effet est le plus grand pour ceux qui ont un QI inférieur à la moyenne, donc en plus de G, les tests de QI mesurent également la motivation. Mais ça ne s'arrête pas là. La formation et le coaching pour un test de QI peuvent augmenter les scores de jusqu'à 8 points. Je viens de terminer le test et une notification aléatoire. Je suis sans voix, c'était plutôt équitable. Il y avait beaucoup de sections différentes. La section de mathématiques en particulier, j'ai l'impression de l'avoir tuée, ces questions étaient faciles. Je dirais qu'après avoir passé le test, j'ai l'impression que cela devrait être entraînable. Comme si on pouvait former quelqu'un à bien faire ça. La stratégie de passage de test est aussi cruciale. Certaines personnes sont simplement meilleures pour passer des tests sous pression temporelle que d'autres. Je pense que le plus difficile dans le test était les limites de temps, chercher les motifs dans une série de formes, et cela me prend normalement un peu de temps, donc j'ai l'impression de ne pas avoir terminé ceux-ci. Vous devez savoir quand passer des questions, comment éliminer clairement les mauvaises réponses et quand deviner. L'anxiété joue également un rôle. Apparemment, une petite quantité d'anxiété est bonne, mais au-delà d'un certain point, elle a un impact négatif sur les performances. Je suppose que l'évaluation globale est que je pense que je m'en suis bien sorti et je pense que la formation a vraiment beaucoup aidé. C'est ma prédiction. Avançons rapidement vers le futur et voyons comment je m'en suis réellement sorti. J'ai effectivement reçu mes résultats de l'auteur du test de QI que j'ai passé. Il y a trois domaines spécifiques. Dans les mathématiques et les chiffres, c'est là que je me sentais vraiment à l'aise. Tu sais, j'y suis arrivé avant la fin du temps imparti et j'ai pu revenir en arrière et en regarder quelques-uns des choses. Oui, t'as fait exploser le toit sur le quantitatif. Sur le quantitatif, c'était 143 et sur l'indice d'intelligence cristallisée, c'était 132. L'indice d'intelligence fluide était de 118, ce qui est toujours un score plus élevé que 88,5%. Si ce n'est pas... Ce n'est pas mal, mais c'est intéressant que celui-ci soit nettement plus bas, je suppose. Et ce n'est pas que celui-ci soit nettement plus bas, je suppose. Et ce ne sont pas que des forces et des faiblesses. Si nous devions regarder la meilleure estimation de G pour vous sur cet ensemble de tests, et ce serait différent si vous passiez un autre test, il était à 134, ce qui est plus élevé que 98,8% de la population. Wow. J'espère que vous n'êtes pas déçus de tout cela.
Non, vous savez, je voulais bien faire. Vous savez, j'ai l'impression que ma motivation était élevée, peut-être plus que la personne moyenne. Alors, à quoi sert le QI? Ma pratique clinique actuelle est la neuroscience médico-légale, et environ 90% de mes cas sont des peines de mort. L'un des problèmes les plus courants est ce qu'on appelle la défense Atkins, d'après le nom des États-Unis. La Cour suprême a aboli la peine de mort pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Le criminel ne peut-il pas simplement truquer le test de QI? Ne peuvent-ils pas simplement répondre intentionnellement mal à chaque question? Nous le savons. Nous incluons, tout comme dans le test que vous avez passé, des mesures intégrées d'invalidité. Il est détecté à l'aide de divers algorithmes mathématiques. Nous sommes plus précis que 95% pour détecter les personnes qui tentent de simuler une mauvaise performance. Oh wow. Une chose qui pourrait nous intéresser serait de stimuler les capacités cognitives des gens tôt dans la vie afin que, même s'ils entrent en déclin cognitif, cela leur prenne plus de temps pour atteindre le point où ils auront des problèmes fonctionnels réels, des problèmes quotidiens où ils perdent leur indépendance, qu'il s'agisse de gérer leur argent ou de lire des étiquettes. Peu importe ce avec quoi les gens ont du mal lorsqu'ils entrent dans les stades plus avancés du déclin cognitif. Si nous pouvions découvrir un moyen d'augmenter durablement l'intelligence des gens, cela serait extrêmement utile. Peut-être que son meilleur usage est d'identifier les individus ayant de fortes capacités intellectuelles qui n'ont pas pu les démontrer autrement. Les enseignants apprécieraient un programme pour les doués car généralement, ils les auraient observés exceller dans la salle de classe. Mais si vous remplacez cela par un test standardisé, un test de QI, vous trouvez une proportion plus élevée d'enfants pauvres et d'enfants issus de minorités ethniques dans le programme pour les doués et talentueux lorsque vous utilisez un test de QI. La raison est que vous utilisez une mesure objective. Ne vous fiez pas uniquement à l'avis d'un professeur. Pour rentrer dans une bonne école, il s'agissait de savoir qui vous connaissiez ou qui connaissait vos parents ou combien d'argent vos parents avaient, pas tellement à propos de tes résultats. L'idée que vous pourriez essayer de développer une mesure objective qui essaierait d'éliminer tous ces biais sociaux était clairement une idée bien intentionnée. Le QI est quelque chose avec lequel non seulement la psychologie, mais aussi le grand public entretient une relation d'amour-haine. Parlez-moi de ça. Les psychologues détestent parler, vous savez, de l'intelligence et des scores des gens aux tests d'intelligence et ce genre de choses. Et j'ai eu des parents, vous savez, quand l'intelligence est intégrée dans l'évaluation neuropsychologique de l'enfant, ils diront qu'ils aimeraient reconnaître son QI, mais qu'en réalité, cela ne les préoccupe pas vraiment. Qu'est-ce que c'était? Et puis, je pense aussi que vous avez le débat sur les extrêmes du QI des deux côtés, ce qui, je pense, n'aide pas. Vous avez l'extrême des gens qui disent que c'est la chose la plus importante qui soit. Le QI est un facteur très important à connaître sur les gens, permettant de les répartir dans des écoles ou des programmes éducatifs adaptés. C'est un extrême totalement improductif, selon moi. Mais il existe un autre extrême, la vision de la page blanche, selon laquelle ces tests sont totalement inutiles. Ils ne nous disent rien, qu'ils ne sont qu'un outil de racisme et de préjugés, et ainsi de suite. Je pense que c'est aussi faux. Il y a une énorme tempête de feu qui fait rage des deux côtés autour d'eux. Et les gens au milieu sont tout simplement oubliés. Les gens qui ont des vues plus modérées sur ce genre de sujet. Donc, vous savez, je recommanderais aux gens de chercher des points de vue plus modérés sur ce sujet. Je pense que la grande erreur est de penser que le QI détermine d'une certaine manière la valeur d'une personne. Ce qui est beaucoup plus important, à mon avis, c'est la façon dont vous interagissez avec les gens autour de vous et comment vous les aidez. C'est pourquoi je pense que Stephen Hawking a dit que les gens qui se vantent de leur QI sont des perdants. Le QI donne des informations, mais ne prédit pas le déroulement de notre vie. Nous pouvons grandement améliorer nos résultats en développant nos connaissances et compétences analytiques.